We need Greenland for national security. What President Trump is going to do. We need that for international security. Imagine une seconde, les États-Unis débarquent au Groenland par la force. Et là, l'impensable arrive. Parce que le Groenland, c'est le Danemark, donc c'est l'OTAN. À partir de ce moment, l'Occident se fracture. Ce n'est plus Russie contre Occident, ce n'est plus Chine contre Occident, c'est l'OTAN contre l'OTAN. Et la question devient terrifiante. Qu'est-ce que fait l'Europe quand son allié le plus puissant devient l'envahisseur? Parce que si l'Union européenne décide de se défendre, cette opération militaire ne ressemblera plus à une simple promenade de santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir quels sont les moyens militaires et de pression de l'Union européenne contre les États-Unis s'ils décident d'envahir le Groenland, on va d'abord définir quel est ce territoire. Le Groenland est un territoire appartenant au royaume du Danemark, pays faisant partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Depuis 2009, c'est un territoire autonome, mais il appartient toujours au Danemark. Alors, théoriquement, le Groenland en lui-même ne fait pas partie de l'Union européenne, mais il est quand même rattaché à l'organisation via ce qu'on appelle les OCT. Overseas Countries and Territories. Ouais, vous avez vu mon accent anglais, il est vraiment pourri, je suis désolé. On a vu que même si le Groenland a un statut particulier, eh bien, il est quand même relié de manière très forte à l'Union européenne et au Danemark. Depuis plusieurs jours, on voit dans les médias Donald Trump, son vice-président J.D. Vance, dire qu'ils sont prêts à tout pour prendre le Groenland. Ils expliquent aussi que le Groenland est un intérêt vital pour les États-Unis et la sécurité. Déjà, on va rappeler que les États-Unis ont un accord de coopération militaire avec le Danemark, qu'historiquement le Danemark est l'un des plus fidèles alliés aux États-Unis et qu'ils ont même une base militaire au Groenland. Il s'agit de la base de Pituffik ex-Thule. Pour faire simple, l'argument de la sécurité avancé par Donald Trump ou J.D. Vance n'est pas crédible. En fait, les Américains ont déjà tout ce qu'il faut au Groenland. Ils peuvent faire autant de bases qu'ils veulent. Alors pourquoi Donald Trump veut le Groenland? Eh bien, c'est simplement par tentation impérialiste. C'est-à-dire qu'il a vu que ce territoire est faiblement habité. Il y a environ 60 000 habitants au Groenland. Il serait, point de vue théorique, militairement relativement facile à prendre. Et on sait avec la fonte des glaces, eh bien, ce territoire regorge aussi de minerais et peut-être même d'hydrocarbures. Cet argument de la sécurité nationale est en réalité plutôt une excuse des États-Unis et pas leur véritable but. On a des échos, Donald Trump l'a dit, mais aussi on a des échos en off, comme quoi les États-Unis chercheraient à acheter ce territoire. Maintenant, est-ce que Donald Trump est suffisamment fou pour envahir militairement ce territoire s'il n'arrive pas à se mettre d'accord avec le Danemark? On va voir que l'Union européenne a plusieurs atouts pour contrer militairement une invasion du Groenland. Le premier atout, comme j'ai dit, c'est l'Union européenne. Le Groenland est rattaché au Danemark. Et si le Danemark est attaqué par un pays, eh bien, il y a l'article 42.7 du traité sur l'UE. Si un État membre de l'UE est attaqué, eh bien, tous les autres sont obligés de lui venir en aide. Bien que les forces militaires des États-Unis sont beaucoup plus importantes que celles de l'Union européenne a un certain nombre d'atouts. Le premier que pourrait utiliser le Danemark pour se protéger du Groenland, ce serait de demander l'aide de ses alliés européens, notamment de la France, et d'utiliser la dissuasion nucléaire française. La dissuasion nucléaire française repose notamment sur les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et aussi de vecteurs aéroportés ASMPA. La clé, ce sont les SNLE de la classe Triomphant, capables de rester invisibles pendant des mois. La force de ces sous-marins, c'est qu'aucun État, ni les États-Unis, ne peuvent neutraliser tous les SNLE français. Et les Américains le savent. La dissuasion nucléaire française pourrait faire hésiter les États-Unis. Ils n'ont aucun moyen de détruire ou détecter les sous-marins nucléaires français. Cet argument-là pourrait notamment peser sur les opinions publiques américaines qui ne voudraient pas risquer une guerre nucléaire avec l'Europe et la France en particulier. Malgré tout, il est assez peu probable que la France fasse une frappe nucléaire, sachant que les États-Unis sont eux-mêmes une puissance
nucléaire, mais c'est un atout qui rend l'attaque militaire américaine sur le Groenland plus incertaine. Maintenant, soyons dans un scénario où les États-Unis, malgré la dissuasion nucléaire française, malgré le fait que l'Union européenne décide d'envoyer des troupes sur place, on peut imaginer un contingent franco-allemand, danois, voire même d'autres pays européens qui décident d'envoyer des hommes sur place pour éviter une escalade militaire. Imaginons que les Américains décident tout de même d'aller vers le rapport de force et d'aller vers une confrontation militaire. Eh bien, l'Union européenne a d'autres atouts que le nucléaire français. Déjà, d'un point de vue militaire, l'invasion du Groenland, ça va être une guerre qui va se passer énormément sur les eaux. L'aspect naval va être prépondérant. Une des forces militaires de l'Union européenne, c'est sa flotte de sous-marins et elle possède notamment une variété de sous-marins que les Américains n'ont pas. Les sous-marins européens pourront se montrer particulièrement dangereux dans le cadre de cette guerre. On va retrouver notamment une flotte de sous-marins européens diesel électriques AIP qui sont conçus pour opérer à basse vitesse, rester immobiles longtemps et exploiter les mers froides et complexes. Exactement l'environnement du Groenland. Les Américains ne possèdent pas ce type de technologie. Toute leur flotte sous-marine, ce sont des sous-marins nucléaires. Ces sous-marins sont particulièrement discrets, difficiles à détecter pour les Américains et pourront compliquer une invasion navale du Groenland. En guerre navale, c'est le premier détecté qui meurt. Ce qui va compliquer les choses aussi côté américain, c'est qu'ils vont affronter plusieurs types de sous-marins européens, des sous-marins nucléaires et des sous-marins à propulsion diesel électrique. L'UE pourrait au total aligner entre 40 et 45 sous-marins contre 69 pour les Américains. Tiens, la guerre sous-marine, ça vous rappelle pas quelque chose? Peut-être que cette fois-ci, les sous-mariniers allemands pourront reprendre leur revanche. En plus de cette guerre sous-marine, les Européens pourront utiliser une stratégie qui coûte assez peu cher et relativement simple à mettre en place. C'est qu'ils pourront massivement drainer dans la mer des mines. Ils pourront créer tout autour du Groenland une barrière de mines marines et maritimes qui pourront empêcher toute invasion navale des États-Unis, ou en tout cas fortement les compliquer. Et sur ce point-là, les États-Unis ont relativement peu de capacité de déminage. On compte seulement actifs 4 bateaux de classe Avenger pour faire ce travail-là. Il n'y en a actuellement que 4 actifs sur les 14 construits. La guerre en Ukraine nous a montré sur le théâtre de la mer Noire que les navires sont très fragiles face aux drones kamikazes. Je pense notamment au drone kamikaze ukrainien, le Sea Baby. Les Européens, en étant le premier partenaire des Ukrainiens, ils pourront récupérer facilement la technologie de ces drones kamikazes qui coûtent pas cher, relativement simples à fabriquer et pourront les utiliser pour protéger le Groenland. Il y a des fortes chances que déjà des entreprises européennes d'armement travaillent en collaboration avec les Ukrainiens pour récupérer certaines de ces technologies pour développer leur propre version de ces drones kamikazes. Et sur les combats terrestres, c'est un petit peu la même chose. On a vu que les drones FPV, que les drones kamikazes sur le théâtre terrestre en Ukraine empêchent toute offensive mécanisée. Les Européens, pour défendre le Groenland, pourront réutiliser aussi ces techniques, tous ces drones kamikazes, en partenariat avec les Ukrainiens. Ça, c'est sur le plan militaire. Bien sûr, c'est un scénario de réalité fiction. Il faut que les pays européens aient la volonté de se battre et de défendre le Groenland. Je te coupe quelques instants. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément. Les Européens ont aussi d'autres leviers économiques. L'Union européenne, c'est le partenaire numéro 1 des États-Unis. Si les Américains décident de prendre le Groenland, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse militaire, mais il y aura forcément des réponses économiques et ça, j'en suis persuadé. L'Union européenne fera sans doute un certain nombre de sanctions économiques contre les États-Unis, fin de partenariat, restriction des échanges économiques, droits de douane, mais encore plus que ça, ça pourrait être aussi gel des avoirs américains, parce qu'en effet, les Européens pourraient aussi retirer un certain nombre de leurs investissements aux États-Unis. Il y a énormément d'investissements européens qui sont aux États-Unis. Comme je répète, les Américains sont le premier partenaire économique de l'Union européenne. Donc, envahir le Groenland et se fâcher avec son premier partenaire, ça fera mal à l'économie européenne, mais ça fera mal aussi à l'économie américaine. Et ça pourra
peser dans l'opinion publique américaine. La relation commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne se chiffre à plus de 1,68 trillion d'euros de commerce et de biens en 2024. L'Union européenne et les USA ont environ 4,7 trillions d'euros d'investissements croisés. C'est des données qui datent de 2023. Là aussi, c'est juste vertigineux. Vous imaginez le séisme économique si une guerre éclate entre les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce que l'opinion publique américaine supporte l'idée d'une annexion des États-Unis du Groenland? Les derniers sondages montrent que c'est plutôt non. Les Américains ne veulent pas de guerre contre le Groenland. Les Américains ne veulent pas d'opération militaire contre l'Union européenne. Il y aurait énormément de protestations à l'intérieur même des États-Unis contre cette opération-là qui serait vue comme illégitime, surtout que c'est une agression envers un pays allié. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, le Danemark, c'était l'un des plus fidèles alliés des États-Unis. Ils ont même acheté du F-35. Pourtant, le F-35, c'est un avion qui a énormément de défauts. Ils continuent d'acheter américain malgré tout, malgré Donald Trump, malgré les pressions. Cependant, il n'est pas impossible que les États-Unis, que Trump décide d'aller au-delà de l'opinion publique américaine. On a vu que c'est un président qui a relativement peu de limites. On le voit, en tout cas dans son discours, il semble vraiment motivé à prendre le Groenland. You know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. Dans une autre mesure, on peut rajouter que la Chine va sans doute aider diplomatiquement et économiquement l'Union européenne. Ce sera une opportunité de dingue pour la Chine d'affaiblir à la fois l'Union européenne et les États-Unis, mais surtout d'affaiblir les États-Unis. Donc ils apporteraient leur soutien diplomatique, ça c'est sûr et certain à l'Union européenne. Ils pourront même apporter un soutien économique pour soutenir l'Union européenne, pour pousser l'Union européenne à faire plus de commerce avec la Chine, pour essayer de remplacer dans les secteurs où les Américains étaient présents en Europe, eh bien, essayer de remplacer les Américains avec leurs propres entreprises chinoises, un peu comme ils ont fait en Russie, où énormément d'entreprises américaines et européennes qui étaient présentes en Russie ont dû quitter le pays à cause de la guerre en Ukraine. Eh bien, la Chine a pris leur place. Je prends l'exemple de Renault qui a vendu Lada, qui est un constructeur automobile russe. Eh bien, ce sont les Chinois qui ont repris les usines et ils ont fabriqué leur propre modèle de voiture. Concernant le volet militaire, il est assez peu probable que la Chine s'engage du côté américain ou européen, même si ça devait arriver, eh bien, ça serait plutôt du côté européen. Vous voyez bien, à la différence de l'Union européenne, les États-Unis, c'est un État fédéral uni, alors que l'Union européenne, chaque pays a un peu sa propre politique. Eh bien, il faudrait, dans l'idéal, si on veut vraiment défendre la souveraineté européenne au Groenland, une réponse coordonnée de l'Union européenne. S'il y a des dissensions, si certains pays refusent de couper les ponts avec les États-Unis, eh bien ça affaiblira l'Union européenne. Et il y a de fortes chances aussi que les États-Unis vont compter sur la désunion des membres de l'Union européenne, d'essayer de jouer sur les dissensions pour éviter une réponse coordonnée. C'est ce que fait actuellement la Russie sur le dossier ukrainien, où ils font tout pour essayer de jouer sur les dissensions européenne. On l'a vu dernièrement avec le vote à la Commission européenne où la Belgique et d'autres pays, on parle même de la France en sous-main, qui auraient essayé de tout faire pour pas que l'Union européenne utilise les avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine et la guerre en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet géopolitique vous intéresse, je vous conseille de regarder cette vidéo-là où je traite des capacités militaires de l'Iran face à Israël et aux États-Unis. Je pense que ça peut vous intéresser. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.